Bonjour ici Salut là-bas. et bienvenue sur François et LCP dans votre nouvelle émission citoyenne. Flash Talk, ça se passe en bas de chez vous. 1 heure de débat, 1 heure pendant laquelle vous avez la parole. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors pendant le débat avec nos invités, vous êtes toutes et tous les bienvenus. 2 fois par mois, Flash Talk vous donne rendez-vous à un horaire et un lieu précis pour débattre des sujets de société qui vous tiennent à cœur. Et pour savoir où et comment ça se passe, vous gardez un œil sur le hashtag FlashTalk. Alors là, nous sommes en plein cœur de l'université de Paris 8 pour parler de féminisme. Entre les fémènes révolutionnaires, les anti-fémènes qui luttent différemment et celles qui ne croient plus du tout au combat féministe. À quoi ressemble le féminisme aujourd'hui? Et d'ailleurs, est-ce que le féminisme n'est pas devenu un gros mot aujourd'hui? FlashTalk, c'est maintenant, on vous attend. Allez, le temps de déballer nos caméras et on se retrouve tout de suite. Flash Talk, c'est l'émission qui vous donne la parole en bas de chez vous, en live aussi sur les réseaux sociaux, tous les 15 jours, un sujet en place publique. Et oui, pour ce nouveau numéro, c'est l'université de Paris 8 qui nous a gentiment ouvert ses portes pour parler de féminisme. L'égalité parfaite entre hommes et femmes existera-t-elle un jour? Et d'ailleurs, est-elle souhaitable? Le féminisme est-il encore et toujours un combat d'actualité? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité Valérie. Trois invités oui, qui sont devant nous. Caroline Dehaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes militante féministe, l'une des fondatrices de la plateforme macholand.fr qui épingle les marques, les organisations ou les personnalités publiques pour leurs propos sexistes. En 2009, vous participez à la création de l'association Oser le féminisme, dont vous serez la porte-parole jusqu'en 2011. Et vous avez fondé l'agence Egalis, spécialisée dans le conseil, la formation et la communication sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Rokhaya Diallo, vous êtes journaliste, réalisatrice, militante également. Vous avez cofondé en 2007 Les Indivisibles pour déconstruire avec humour les préjugés racistes. Vous associez la lutte pour le droit des femmes au combat contre les discriminations, contre les injustices sociales. Vous venez de publier ce livre qui s'appelle Afro aux éditions Les Arènes autour des cheveux. Et vous nous expliquez qu'accepter ses cheveux comme ils sont pour une femme noire revient à affirmer son identité pour s'éloigner des dictats de la société blanche. Et enfin, C'est à peu près ça, noir ou arabe d'ailleurs. Okay. Bien sûr. Et puis, à côté de vous, il y a Eugénie Bastier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous écrivez pour le Figaro.fr et Figaro Vox. Vous êtes l'auteur d'un article sur le néo-féminisme publié dans Causeur. Vous y déclarez « Plus les conditions féministes progressent, plus elles sont énervées, hargneuses », avec plusieurs anciens de la Manif pour tous. Vous êtes à l'origine de la revue Limite, une revue d'écologie intégrale. Pour vous, seuls les féministes à l'ancienne travaillent et réfléchissent. Et Valérie, je n'oublie pas notre 4e invité. Évidemment. C'est le public qui est tout autour de nous et qui nous a rejoints ici à l'université de Paris 8. On veut vous entendre, mais applaudissez-vous le public. Ben oui, merci beaucoup. Merci. Et je vais évidemment m'empresser d'aller les rejoindre. Et oui, mais juste avant, justement, le public a aussi participé via News République à un petit sondage. La question était, en 2015, le féminisme est-il toujours un combat? Eh bien, pour 23% d'entre vous, oui. Plus que jamais, oui aussi pour 43%, même si le terme est galvaudé, et 31% répondent non, absolument pas. Le féminisme est-il toujours un combat? Si toi, Emma, t'avais dû répondre à cette question, qu'est-ce que t'aurais dit? Qu'est-ce que t'aurais répondu? Moi, j'aurais dit oui, c'est toujours un combat. Il y a encore énormément de polémiques à ce sujet et je trouve que c'est quand même un terme qui reste assez péjoratif dans notre société. Merci Emma. Alors, pour commencer, retour en chiffres et en animation sur le combat féministe. Quelques victoires, certes, mais le chemin vers l'égalité reste long, encore très très long. Regardez, tout est dans le Data Flash de Juliette Jean. Il y a tout juste 70 ans, l'avortement était encore considéré comme un crime contre l'État. Il a fallu 30 ans de plus pour qu'il soit autorisé. Et oui, le combat pour l'égalité homme-femme a enregistré des victoires qui semblent aujourd'hui acquises, mais elles ne sont pourtant pas si lointaines. Les femmes ne votent que depuis 1945 et ont attendu 1967 pour avoir droit à une contraception. Alors aujourd'hui, le féminisme a-t-il toujours une raison d'être ? En 2015, 80% des tâches ménagères sont effectuées par les femmes et les mères s'occupent de leurs enfants presque 3 fois plus que leurs pères.
Ont-elles pour autant moins de temps à consacrer à leur vie professionnelle? Les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient concilier vie familiale et brillante carrière. Mais l'égalité salariale est bien loin d'être acquise en France. Dans le secteur privé, les femmes ont perçu en 2014 un revenu inférieur de 28% à celui des hommes. En politique, les femmes sont sous-représentées. 27% des députés à l'Assemblée, 25% des sénatrices à la Chambre haute. Et quand les hommes sont d'abord critiqués sur leurs propos, les femmes, elles, sont trop souvent jugées sur leur physique. Encore aujourd'hui, la femme est aussi considérée comme un objet de désir. Une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. Alors le féminisme est-il un combat perdu ou faut-il encore y croire ? Caroline de Haas, est-ce que ces chiffres vous choquent ? Il me choque, non. Quand on milite depuis une dizaine d'années dans le mouvement féministe, on commence à les connaître. Ce qui me frappe toujours avec ces chiffres, c'est à quel point ils montrent le décalage entre l'imaginaire collectif et la réalité. C'est-à-dire ? Quand on parle d'égalité femmes-hommes avec des gens, moi souvent ce que j'entends c'est « eh oh ». Globalement, ça va, tu vas pas te plaindre quand même. Généralement, on compare avec d'autres pays dans le monde ou avec la situation de ma grand-mère. Donc la situation de ma grand-mère était passionnante à son époque. La situation des femmes dans tous les pays du monde, généralement, on nous cite l'Afghanistan pour être sûr que ça va bien mieux en France. Elle est aussi très intéressante. Bien sûr. Mais ce qui, moi, m'intéresse en tant que militante féministe aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la situation des femmes en France. Et aujourd'hui, en France, force est de constater qu'on a encore du boulot. Et ce gap, c'est ce décalage entre l'imaginaire collectif et globalement, ça, tu vas pas te plaindre, et la réalité, à mon avis, c'est le premier frein quand on travaille sur l'égalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Rokhaya Diallo ? Est-ce qu'il y a un frein encore aujourd'hui en France ? Je crois qu'il y a un frein très important qui est lié au fait qu'on est élevé, notre génération est élevée avec le sentiment du fait que les choses sont acquises sur le plan féministe. Donc notre vigilance a été beaucoup émoussée par ce sentiment qui est lié évidemment à des victoires effectives qui ont été relayées dans le document que vous avez montré, mais malgré tout une situation des femmes qui est encore, pour laquelle il y a encore des choses à acquérir, des choses à gagner. Et c'est vrai qu'il est difficile en fait de mobiliser des forces quand on a le sentiment qu'une génération se dit que finalement la génération précédente a tout gagné. On n'a pas tout gagné, on est loin de cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est un combat dépassé ? Moi, je voudrais d'abord qu'on regarde les progrès qui ont été accomplis. Et ces progrès, ils sont indéniables. Après, on voudrait tout de suite. On voudrait l'égalité parfaite maintenant. On est dans un mouvement, dans une dynamique. Catherine Froidevaux-Métairie a écrit un livre qui s'appelle « La révolution du féminin », où elle explique très bien qu'il y a eu une révolution féministe dans les années 70 et que cette révolution s'est accomplie. Elle met du temps à aboutir à une égalité parfaite. Mais ça, personne ne le conteste, on est d'accord. Oui, mais donc on voudrait que l'égalité soit tout de suite, mais il y a une dynamique. Et cette dynamique-là fait qu'on tend vers une égalité de plus en plus parfaite entre les hommes et les femmes. Ensuite, le seul critère pour lequel on juge cette égalité, c'est celui du salaire. Souvent, on met en avant le salaire. Et pourquoi, au nom de quoi, on devrait juger la qualité d'un être humain par rapport au paradigme du salariat ? Et je suis très étonnée que souvent les féministes qui se disent de gauche veulent à tout prix faire entrer la condition féminine dans le paradigme du salariat. Or, je ne vois pas pourquoi trimer pour le SMIC, ce serait quelque chose de plus digne que de s'occuper de ses enfants à la maison, par exemple. Et on voit que les tâches domestiques sont dévalorisées en permanence. Et pour autant, les femmes continuent à avoir des tâches domestiques bien plus supérieures à celles des hommes. Elles cumulent les deux, mais on veut à tout prix les faire rentrer dans le paradigme du salariat capitaliste, ce qui me semble pas forcément un objectif à tout prix souhaitable. À atteindre, en tout cas. Voilà. Et ça y est, mesdames et messieurs, nous avons ouvert le robinet à tweet, #FlashTalk. Il y a par exemple Balle de Sexiste qui nous dit « Le féminisme ne fait de mal à personne sauf au machisme. Ce n'est donc pas un gros mot dont il faut avoir honte et ne pas assumer. » Riyad également qui nous dit « Trimer pour le SMIC. » Et comme ce que vous venez d'entendre sur ce plateau, est-ce dire que les femmes ne valent pas plus ? Et puis Sarah aussi qui a répondu présente à notre invitation avec le #FlashTalk, ce que ça fait déjà réagir. Oui, alors moi j'avais une question pour les invités. Le féminisme, c'est pas forcément, c'est pas que une affaire de femmes. Est-ce que vous constatez une évolution dans le comportement des hommes de la nouvelle génération ? Rokhaya Diallo peut-être, ouais. Alors, je vais déjà commencer par réagir à ce qui a été dit précédemment. Le prisme de lecture n'est pas uniquement le salariat. L'idée, c'est de dire qu'à travail égal, n'importe quel être humain doit avoir un salaire équivalent. Et ça, c'est pas lié au fait que les femmes doivent absolument travailler. Et je pense qu'aucune de nous s'est exprimée à l'encontre du fait qu'une femme puisse avoir une fonction dans son foyer domestique. Mais je pense que la première chose que doivent faire les hommes, c'est prendre conscience de leurs privilèges. C'est-à-dire prendre conscience de leurs privilèges et accepter le fait que plus d'égalité, ça implique de leur fait le fait de travailler, par exemple,
plus dans la sphère domestique. Peut-être le fait d'avoir un partage des richesses plus équitable. Et de perdre un peu de pouvoir aussi. De perdre un peu de pouvoir, peut-être de perdre un peu d'argent, parce que nécessairement, dans une assemblée où les 3/4 des élus sont des hommes, si on passe à 50-50, il y a forcément des élus qui vont devoir partir du fait de l'égalité. Ouais. Et je crois que vraiment le travail doit être fait dans cet imaginaire-là et dans l'idée que finalement les hommes aujourd'hui bénéficient d'une situation qui est fondamentalement injuste. Ça veut dire qu'on doit, Caroline Dehaze, contraindre les femmes à intégrer des fonctions auxquelles elles aspirent pas forcément, contraindre les hommes à se retirer de fonctions auxquelles eux aspirent peut-être plus. Vous savez, c'est quand même rigolo cette histoire de... Il faudrait contraindre les femmes à des fonctions auxquelles elles aspirent pas forcément. Parce qu'en fait, quand on pose la question aux femmes, il y a eu des sondages qui ont été faits. Bien sûr. Parce que quand même assez souvent, notamment en politique, on entend par exemple des maires, des hommes maires, députés qui disent « Mais moi, je les ai cherchées les femmes, je les trouve pas ». On entend aussi des journalistes qui nous disent « Ah bah oui, j'invite 80% d'hommes sur mes plateaux et que 20% de femmes. Je les ai cherchées, mes expertes, mais je les trouve pas ». Et moi, ça m'a toujours interpellée parce que quand on demande aux femmes si elles accepteraient de prendre des responsabilités si on leur proposait, 76% disent oui. Alors, il y a comment à peu près, attendez, juste il y a à peu près 40 millions de femmes en âge d'être mères de communes en France, d'accord ? Si 76% disent « moi ça m'intéresse », on a largement de quoi faire la parité chez les maires de communes. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je suis toujours dans le public et Sarah aimerait rebondir. Elle n'est pas satisfaite des réponses qu'elle a entendues. C'est pas que je suis pas satisfaite. Je reviens sur ce que disait Rokia, et c'est plus le discours en fait de dire aux hommes le fait de perdre quelque chose et de laisser d'une certaine façon leur privilège. Mais est-ce que on pourrait pas avoir un discours peut-être un peu plus positif en leur montrant en fait ce qu'ils auraient à gagner en fait en étant plus féministes. Oui, évidemment, ils ont à gagner. Alors voilà, on a interrompu l'émission suite à ce que vous venez de voir, un incident qui s'est produit donc sur ce plateau. Tout le monde peut venir s'exprimer, sauf qu'on a des micros pour ça. Donc Effectivement, voilà. ouais, on a retrouvé les entarteuses, on leur a proposé de venir s'exprimer sur ce plateau face à vous, Eugénie, et face à nos invités et face au public. Peut-être en arguant aussi que la force des mots était quelquefois plus efficace que la force du sucre de la chantilly. Mais en tout cas, elles n'ont pas voulu nous rejoindre ici. Pas accepté. Voilà. Donc on vous laisse peut-être dire un mot sur ce qui vient de se passer. Il me semble que le principe de l'agora, c'est l'inverse de la tarte à la crème. Et voilà, c'est pour ça que je suis revenue pour débattre. Et d'ailleurs, je remercie. Et on vous en remercie aussi. Rokhaya Diallo et Caroline Dehaze d'accepter, elles, le débat et d'accepter la contradiction, parce que je crois que c'est ça qui est important. Et moi, je me bats pour qu'on puisse débattre de tout. Et voilà. Et puis, on dit toujours, voilà, la haine, la réaction sont du côté des réactionnaires qui sont contre le féminisme. Mais voilà, on prouve une fois de plus qu'elles ne sont pas toujours du côté où on le croit. Voilà. En tout cas, merci. Merci d'être venu. Sur le plateau, alors on va essayer de poursuivre ce débat, on va essayer de continuer. On en était justement à la distinction homme-femme. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour briser le plafond de verre ? Il y a eu justement une question du public tout à l'heure sur... je reformule un peu, mais comment il faudrait associer les hommes ou quelle est la place des hommes ? C'est ça, exactement. Et moi, très sincèrement, cette question, elle finit par me fatiguer profondément. Parce que c'est... En tout cas, quand moi j'ai participé à la création d'Oser le féminisme, on faisait des réunions, il y avait des femmes, des hommes, des grands, des petits, des gens de toutes les couleurs, peu importe. Et bien les journalistes, quand ils venaient dans les réunions, la toutes question qu'on nous posait, c'est pas qu'est-ce que vous pensez sur tel sujet ? Est-ce que vous arrivez à avoir des gens de toutes les origines, des gens militants, des gens pas militants ? Non, c'est est-ce que vous avez des hommes dans vos associations ? Comme si le fait d'avoir des hommes dans l'association était une garantie de son sérieux. Ou ça cautionne. Oui, et donc ça a commencé à m'interpeller un peu. Comme s'il y avait en besoin en permanence, quand on parle d'égalité entre les femmes et les hommes, de remettre les hommes au centre du débat, alors que dans 80% des sphères de la société, ils sont déjà au centre du débat. Très bien. Alors, comment communiquer justement sur l'égalité homme-femme ? Pourquoi certaines marques jouent-elles encore sur les clichés pour vendre leurs produits ? Et puis, est-ce que les féministes parfois n'en font pas un peu trop ? Quand la toile nous apporte quelques éléments de réponse avec les données de la plateforme de veille Twitter VisiBrain, c'est maintenant dans le Story Flash. Vous aviez raison, parce qu'en fait les règles, ça n'existe pas. Et c'est du boulot, parce que tous les mois il faut qu'on fasse semblant d'avoir nos règles, qu'on simule la douleur. Non, c'est chiant, Tout commence le 15 octobre 2015, suite au refus des députés, majoritairement hommes, de baisser la TVA sur les tampons pour qu'ils soient considérés comme produits de première nécessité, provoquant une déferlante de réactions sur les réseaux sociaux. Plus de 60 000 tweets affluent sur les timelines entre second degré, humour et indignation.
Quand la compagnie de bus EasyLine couvre le métro parisien d'affiches renvoyant un étudiant chez sa mère pour qu'elle lui fasse la lessive, Lady Béatrice dégaine. La marque s'excusera platement. À force d'épingler le moindre faux pas, peut-on considérer que les féministes voient le mal partout? Pas quand on lit cet article du Figaro où la policière chargée de la surveillance de François Hollande en Grèce est décrite comme plutôt très jolie, grande, blonde et parlant français. Attribuée à la garde du président comme petit geste de remerciement? C'est parfois moins évident, comme pour cette publicité du Racing Club de Cannes datée du 21. Surprise, l'affiche a été conçue par une femme, ancienne joueuse de volley du club de Cannes qui assume avoir voulu donner une image sexy de son sport avec les anciennes tenues réglementaires. Même les personnalités y passent. Navo, co-auteur de Bref est bloqué, se fait régulièrement allumer sur Twitter pour sexisme. Il répliquera notamment avec cette punchline. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? C'est ce que je te dis, c'est pas les féministes qu'on aime pas. C'est juste les connasses. Beaucoup de tweets également avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Julie qui a 21 ans et qui dit « Depuis les débuts de l'humanité, la femme, quelle que soit la société, a été considérée comme inférieure. Que ce soit l'humain ou dans le monde animal, la femme est plus faible physiquement que l'homme. Pourquoi aujourd'hui vouloir changer ce rapport ?» Et il y a également Anne qui nous dit... Ces gens qui ont fait ça, évidemment en parlant de l'entartage d'Eugénie, ces gens qui ont fait ça sont juste irrespectueux. Avec ça, comment donner raison et défendre ceux qui cherchent à défendre une idéologie en voyant des individus immoraux se comporter de la sorte? Et puis il y a aussi dans notre public, Salim, que ça a fait réagir. Justement, ça s'entre dans ce cadre de ce féminisme qui tue le féminisme. Parce que ce qui vient de se passer là, c'est justement cet aspect de provocation, de vouloir être réactionnaire, qui fait que certains trouvent des mots pour dire que le féminisme n'a pas sa place aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit arrêter de dire à ces gens-là qu'en voulant pousser de loin le féminisme, ils tuent vraiment le féminisme. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Moi, je vais juste réagir. Je crois qu'aujourd'hui, un des problèmes du féminisme, c'est qu'il crée en partie l'antiféminisme. C'est-à-dire qu'il y a un féminisme qui est tellement vindicatif, tatillon, mesquin, victimaire, qui en effet... À qui vous faites référence? Au féminisme, je pense par exemple à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la taxe tampon, qui me semble une initiative absolument grotesque, qui ferait... de changer la taxe sur les tampons, ça ferait économiser 6 € par an à chaque femme. Est-ce qu'on pense que vraiment... Oui, mais c'est 6 €, d'accord, mais est-ce qu'on pense vraiment qu'il n'y a pas des problèmes plus importants dans la vie ordinaire des femmes? Parler aux femmes de leurs problèmes quotidiens. C'est symbolique, non? Oui, c'est un combat symbolique. Et moi, je reproche aux féministes de s'embourber dans des combats symboliques en oubliant les vrais combats qui sont des combats matériels. Et quels sont les vrais problèmes aujourd'hui des femmes? 6 € c'est matériel, en fait. Oui, mais 6 € c'est matériel, mais c'est pas beaucoup, je suis désolée. C'est pas beaucoup pour nous. C'est pas beaucoup, mais par exemple, il y a quand même beaucoup la de gens réduction en France des allocations qui vivent familiales. en dessous du seuil de pauvreté, qui sont au RSA. Je suis d'accord, il y a des vraies violences économiques de la population française. Et moi, je suis désolée, mais 6 € par an, ça permet d'acheter autre chose. Enfin, je sais pas, c'est un kebab. C'est pas vrai. Je sais pas, ça permet d'acheter quelque chose. Un kebab. Non, mais voilà, en termes d'ordre économique, c'est quand même quelque chose. Oui, mais un repas. il y a des vraies violences faites aux femmes économiques. 6 €, c'est un repas pour certaines personnes. Oui. Un repas par an, c'est pas beaucoup. Moi, je voudrais qu'on fasse plus. Pour vous, parce que vous mangez à votre faim tous les jours. Non, mais je voudrais qu'on fasse plus. On vous laisse terminer, Eugénie. Et il y a des vraies violences économiques qui sont faites envers les femmes. La réduction des allocations familiales, la division par 2 du congé paternité. Du congé maternité, pardon. Je comprends pas pourquoi vous opposez l'un à l'autre. Mais parce que je pense que c'est du féminisme spectaculaire pour les médias. On peut protester contre la taxe tampon c'est du féminisme sans être Twitter. opposé à ce pas que du vous vrai parlez féminisme. par rapport à la pauvreté plus endémique. Je ne vois pas en fait en quoi les deux sont opposés. Parce vous que faites comme si en fait le combat féministe on dépense de l'énergie pour ces combats qui c'est 6 € par an. C'est l'énergie d'autres oui, féministes. mais c'est pas ça qui va changer le sort des femmes. Bah je suis désolée, c'est ça, pas vrai. Ça y contribue. Caroline Dehaas, la taxe tampon, ça vous évoque quoi? Je trouve ça toujours bizarre de vouloir hiérarchiser en fait les combats, comme s'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres. Évidemment, c'est une réalité. Bah oui, moi ça m'interpelle parce que aujourd'hui, s'il y a une femme sur 10 qui, quand elle rentre chez elle, est victime de violence de la part de son conjoint, ça a sans doute un rapport avec le fait qu'elle est moins bien payée. Quel est le rapport avec les tampons? Ça a sans doute un rapport avec le fait que, par exemple, quand elle était petite, on a expliqué à ses copains à la classe qu'ils pouvaient jouer avec un pistolet et pas elle. Ça a sans doute un rapport avec plein de choses qui se passent dans la société, les publicités qu'on voit, etc.
Par exemple, quand on se bat contre le sexisme dans la pub, Eugénie Bastier expliquait que c'était pas une priorité. Bah moi, le sexisme dans la pub, pour moi, c'est une priorité parce que ça envoie un message aux enfants et aux adultes que finalement, mais allons-y, les femmes, c'est juste des objets, allons-y comme on veut. Et donc, cette histoire de priorisation, moi, elle me fait dire qu'on a quand même raté une étape dans la lecture d'un certain nombre de sociologues, et notamment de Bourdieu, qui expliquait ce principe du continuum. L'égalité entre les femmes et les hommes, on peut la prendre par le bout de l'égalité pro, par le bout des violences, par le bout du racisme, par le bout de l'éducation des enfants. Il faut la prendre par tous les coins en même temps de la lorgnette, sinon on n'y arrivera pas. Et la fameuse taxe tampon fait vraiment réagir dans le public. Anne, par exemple? Bah, en fait, moi, je suis contre. Enfin, je suis pas trop d'accord avec ce que tu as dit. Parce que si on compare... moi, je suis africaine, d'accord? J'ai 1 euro, ça fait 600 francs chez moi. Supposons que j'ai cette réduction qu'il y a. Donc, imagine, avec les 6 euros, qu'est-ce que je peux acheter chez moi? Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose... c'est vraiment énorme, en fait. Quand on voit l'évolution entre les juste 1 euro 600 francs et avec les 6 euros qu'on peut avoir, c'est une grande évolution. Juste avoir ça pour... c'est un Je suis d'accord, boom, mais en tout fait, à fait, pour mais nous. je pense que il y a des efforts à faire ailleurs qui sont plus prioritaires, notamment la précarisation du travail des femmes, le fait que les femmes travaillent plus à temps partiel. Il y a des efforts à faire partout, mais je pense que mettre l'accent là-dessus, ça me semble être un coup de com' fait pour faire réagir sur Twitter, justement, et qui n'a pas grand impact sur la vie des femmes. En voyant la société comme elle est aujourd'hui, nous les femmes, on a beaucoup d'aide. Ok? Donc le petit aide qu'on peut avoir, c'est déjà beaucoup. C'est un bon. Pour nous, c'est vraiment beaucoup. Oui. Mais derrière, il y a cette idée aussi que le fait pour les femmes d'avoir leurs règles est une injustice que doit réparer la société. Ce qui me semble quand même assez aberrant. C'est pas du tout ça. Mais si, c'est fait ça puisque. Non, mais l'injustice, c'est que ça leur coûte. Oui, mais ça leur coûte. La mousse à raser, ça coûte aussi de l'argent aux hommes. Hein. Il y a une contradiction dans ce que vous dites. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites que vous êtes contre la précarisation des femmes. La conséquence quand même de la précarisation, c'est quand même une diminution du pouvoir économique. Donc comment vous pouvez dire ça et dire que 6 euros finalement c'est rien? Et par ailleurs, moi, je dis juste que faire ce genre d'action, c'est mettre l'accent sur un féminisme spectaculaire. Par ailleurs, ce que vous dites, quand vous dites que les féministes sont responsables de l'antiféminisme, c'est quand même incroyable. C'est comme si vous disiez qu'en fait, les Noirs et les Arabes sont responsables du racisme parce qu'ils sont Noirs et Arabes. Non, ils ont raison de protester contre leurs conditions. Vous pouvez lui répondre? Je pense que justement la comparaison entre le racisme et le féminisme, racisme et sexisme, elle se discute parce que je pense que la différence des sexes existe, tandis que la différence des races n'existe pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans votre manière de penser? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, moi je pense qu'il faut arrêter de perpétuer une guerre des sexes qui n'a plus le lieu d'être et qu'on n'invente pas des nouvelles normes à mettre à la place des anciennes, et une nouvelle ingénierie sociale à la place de l'ancienne, et une nouvelle idéologie à la place de l'ancienne. Voilà. Caroline Dehaas. Ouais, ça m'a toujours interpellée cette expression de la guerre des sexes. Parce que d'abord, les féministes n'ont jamais tué personne. Hein, alors jusqu'à preuve du contraire. Tous les 2 jours et demi, il y a un homme qui tue une femme juste parce qu'elle est femme. D'accord? Donc il y a un moment, il y a quand même déjà un petit problème dans l'appellation. Les hommes sont nés d'un certain côté de la société qui leur a octroyé un certain nombre de privilèges. Quand ils se baladent dans la rue à 23h le soir, ils ont pas de problème. On leur passe pas les mains au cul. Ils pensent pas systématiquement que potentiellement ils peuvent être victimes de viol. Quand ils cherchent un boulot et qu'ils demandent une augmentation, on va pas leur expliquer mais attends, excuse-moi, ta meuf elle gagne plein de thunes, donc pourquoi tu viens me demander une augmentation? Et ça, c'est ce que j'appelle un certain nombre de privilèges. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont potentiellement des méchants violeurs qui n'aiment pas les femmes. Non, bien sûr. Ça veut juste dire qu'ils sont nés d'un certain côté de la société. Et nous, notre objectif, c'est juste de dire il faut avoir les mêmes droits dans la réalité. C'est juste ça le féminisme. C'est se dire c'est injuste. Juste parce que je suis née avec un vagin et des ovaires, je vais être payée 27% de moins. Mais c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Et donc le féminisme, c'est de dire le fait d'avoir un vagin ou des ovaires, un pénis et des testicules ne devrait pas déterminer notre place dans la société. C'est tout. Très bien. Beaucoup d'interventions également dans le public. Juste à côté de moi, il y a Afida. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais revenir sur la génération précédente qui s'est battue pour avoir un compte en banque, s'est battue pour avoir le droit à la contraception, à l'avortement. Et aujourd'hui, je voudrais savoir votre avis à vous sur les combats aujourd'hui qui sont amenés et les engagements, parce que je trouve que notre génération n'est pas assez engagée. Qu'est-ce que vous en pensez? Rokhaya?
je crois que les combats dont on parle, par exemple l'accès à l'avortement, c'est encore un combat aujourd'hui. Effectivement, les barrières, ce sont les discours comme ceux qu'on peut entendre aujourd'hui. Je suis désolée Eugénie Bastier, mais vous, quand on vous entend, c'est extrêmement difficile pour une femme de se positionner comme féministe parce que vous donnez le sentiment en fait qu'on a tout acquis et que finalement il n'y a plus rien à combattre. Je crois au contraire que notre génération a besoin d'entendre des gens qui leur disent qu'il est temps de se mobiliser pour avoir un statut d'être humain à part entière. Évidemment, les combats ont changé, mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents, ils sont toujours importants. Et c'est important d'encourager les jeunes générations en ne disant pas que finalement le féminisme se résume à quelque chose de caricatural ou à un combat sur Twitter. C'est caricatural pour vous? Non, le problème c'est que je pense que le problème c'est que les féministes aujourd'hui se battent en partie pour des combats qui ont déjà été gagnés. Se battre pour l'avortement aujourd'hui, je suis désolée, c'est pas un vrai combat aujourd'hui parce que l'avortement. Écoutez, je suis désolée, il y a 200 000 avortements par an. Attendez, parlez-en à en France. J'en ai parlé avec des jeunes femmes. Et pourquoi les féministes ne parlent jamais? Pourquoi les féministes ne parlent jamais des femmes qui souffrent d'avoir avorté? C'est une souffrance de femmes. Et jamais les féministes n'en parlent. Jamais. C'est intéressant, vous parlez de cette souffrance-là, et moi, à contrario, on pourrait vous dire, vous parlez jamais de la souffrance des femmes qui habitent dans des régions où il n'y a plus de centres IVG, parce que la droite au pouvoir a fermé 440 centres IVG sur le territoire, et que quand vous dites qu'aujourd'hui c'est un combat du passé, c'est pas vrai. Il y a des zones géographiques en France où c'est la croix et la bannière pour avorter. Et ça, quand vous êtes enceinte, que vous ne pouvez pas avorter, c'est quand même un gros problème. Je suis désolée. Et voilà déjà un débat très animé sur le plateau de Flash Talk. Et si on inversait les rôles? Et si tout était strictement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce qu'a imaginé Dikosh, qui a remplacé les Femen par les Menen. L'œil de Dikosh, c'est maintenant. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. On en a marre, on ne peut plus continuer comme ça. Ouais. On veut pouvoir regarder les matchs de foot le dimanche. Ouais. On veut pouvoir se poser sur son canapé et boire des bières à 17h. Ouais. La vaisselle, c'est fini. Ouais. On ne veut plus se taper Grise, Grey's Anatomy, Dirty Dancing ou autre coup de foudre à Notting Hill. Ouais. Mais moi j'aime bien Dirty Dancing. Moi aussi j'aime bien. On veut plus de foot et de foot. La cuisine, on ne peut plus y aller. Ouais. La dernière fois j'y suis allé, il n'y avait pas de télévision. Ouais. On ne peut plus changer les couches des enfants. Ouais. Déjà j'ai du mal à pisser droit. Descends de là tout de suite. Mon chou. Il n'y a pas de mon chou, Lucienne, tu rentres à la maison. Je t'avais dit quoi? Tu rentres. Gilles, je vais prévenir ta femme. Je t'avais dit quoi? Tu arrêtes tes conneries, tu vas me ranger le salon maintenant. L'œil de Dikosh dans Flash Talk. Le public est toujours très nombreux ici et a très envie de poser des questions ou d'intervenir. Ce n'est pas un Menen, mais c'est Abdella qui avait envie de dire quelque chose. Je voudrais juste parler de quelque chose qui est en train de freiner, de ralentir le combat de féminisme. C'est l'image qu'on a sur le féminisme, l'image sociale. Parce que là, pour tout le monde, le féminisme, c'est quelque chose plutôt un peu négatif. Ouais, vous êtes d'accord avec ça? Il y a quand même un défaut d'image, quoi. Encore aujourd'hui, est-ce que les féministes, c'est quelque chose de pas très positif? Juste, c'est pas vrai en fait. Ouais. C'est pas vrai. La dernière fois qu'on a fait un sondage pour demander aux Françaises et aux Français, à l'ensemble de la population, femmes et hommes, s'ils étaient féministes, 51% des gens disent oui. D'accord. Donc moi je dis juste, on est majoritaire dans la société française, d'accord? C'est une minorité de gens dans la société qui se disent pas féministes, d'accord? Donc moi, mais je dis juste, arrêtons avec les discours qui tendent à nous auto-convaincre qu'il y aurait un problème avec cette image des féministes. Parce qu'il n'y en a pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'il n'y a pas de questions qui sont posées sur l'image des féministes. Je dis juste la majorité des gens en France, la majorité, se disent féministes. Okay. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Bien sûr. Et puis le deuxième élément quand même, parce que vous venez juste de dire que globalement c'était la faute des féministes si le féminisme avait une mauvaise image. Et je trouve toujours ça très interpellant. Je trouve toujours ça très interpellant que des personnes qui se battent juste pour l'égalité des droits, avant même de dialoguer sur le fond de ce qu'elles revendiquent. Est-ce que vous êtes pour l'égalité des salaires? Est-ce que vous êtes pour la fin des violences faites aux femmes? Et vous allez expliquer que c'est de leur faute si ça se passe pas bien. Mais comment dire non à l'égalité? Comment 49% ont dit non à l'égalité entre femmes? C'est parce qu'il y a une conception qui n'est pas bien comprise socialement. C'est qu'il faut vraiment évoquer cette question, il faut l'expliquer. Il faut bien comprendre qu'on comprend mal le féminisme. Parce que moi, j'aurais bien aimé que toute la France et le 100% va dire oui, je suis pour l'égalité entre femmes et hommes. C'est parce que je ne comprends pas c'est quoi le féminisme qu'il y a 49% qui disent non. Voilà.
Est-ce que les féministes souffrent d'un défaut d'image, d'un défaut de communication sur leur combat, sur le côté positif Je pense de ce qu'il combat? y a eu un travail aussi qui a été fait contre le terme de féministe. C'est vrai que le terme de féministe est associé à des choses, on l'associe à des femmes acariâtres, vindicatives. Mais pourquoi? Et j'ai entendu de la bouche d'Eugénie Bastier des femmes hargneuses, des femmes violentes, etc., agressives, Et pourtant, alors qu'elles sont simplement... c'est une pas manière l'exemple d'invalider leur combat. Peut-être que le mot est galvaudé, mais l'action en elle-même, elle est validée socialement. D'ailleurs, moi, je voulais dire quelque chose. Juste, je pense que la meilleure manière d'être féministe, C'est de ne pas le dire. Non, c'est que les femmes réussissent. Et plutôt que de stigmatiser les hommes ou de vouloir mettre en œuvre une ingénierie sociale, juste réussissons, battons-nous. Et aussi, il faut arrêter de se victimiser. Qui stigmatise les hommes? Qui stigmatise les hommes? Je dis juste, on dit les hommes doivent perdre leurs privilèges, ils doivent changer. C'est eux qui doivent renoncer c'est à quelque chose. factuel. Non, c'est à nous de factuel. réussir aussi, c'est à nous de nous battre. On peut pas Il faut arrêter de réussir se sans leur victimiser. complicité. Le public de Flash Talk, mademoiselle, alors vous voulez dire quelque chose? Parce qu'en fait, si vous parlez sans micro, on ne vous entend pas, mais venez jusqu'à moi, puisque c'est aussi le principe de Flash Talk. Évidemment, c'est l'agora, tout le monde peut prendre la parole, mais normalement, on la demande, quoi. C'est quoi ton prénom? Jeanne, alors qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je veux juste dire, en fait, moi, je trouve ça problématique de dire qu'il faut réussir par rapport aux hommes. En fait, ça sous-entend, le micro est un petit peu trop près. Ça sous-entend un peu que si on est à notre place, c'est un peu notre faute et qu'on doit réussir pour se battre contre ça. Mais oui, je suis désolée, les hommes ont des privilèges et oui, ils doivent les perdre. Et qui leur a laissé ces privilèges? Mais alors, tu veux que je t'explique? Bah oui. Tu veux que je t'explique historique? Tu m'écoutes ou pas là? Tu veux que je t'explique historiquement, socialement et tout? Là, je pense qu'on n'a pas le temps. Et là, moi, je trouve ça hyper triste en 2015 qu'on ait encore ce genre de débat. Enfin, si c'est vraiment une question que tu te poses sincèrement, et si c'est pas de la gueule de bois, de la langue de bois. Oui, pardon. Parce que gueule de bois, c'est pas tout à fait la même chose. Sur le féminisme, etc. Va sur Internet, sur Google, c'est un outil hyper pratique. Et là, tu auras des réponses à tes questions, en fait. Simone de Beauvoir, quand elle est arrivée première à la licence de philosophie à la Sorbonne, c'est parce qu'elle s'est battue et qu'elle est sortie de son milieu. Et c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner aux femmes, c'est des femmes qui réussissent. Le féminisme, de tout temps dans l'histoire de l'humanité, a dérangé. Alors, au bout d'un moment, moi, je me dis, c'est peut-être pas la forme du féminisme, mais c'est le féminisme en tant que tel qui dérange. Et je vais vous dire, moi, je trouve ça bien que ça dérange, parce que je pense qu'en effet, le féminisme, il a vocation à transformer radicalement la société. Une fois qu'on aura l'égalité entre les femmes et les hommes, je pense, par exemple, le monde du travail ne sera plus le même. L'école ne ressemblera plus tout à fait à ça. Et moi, je comprends qu'il y en ait qui aient peur, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien vers quoi on va. On n'a jamais vu l'égalité dans aucune société dans le monde. Donc, c'est normal que des gens comme Eugénie Bastier ou d'autres aient peur. Moi, je dis juste, la société dans laquelle on est aujourd'hui, elle me va pas. Donc je fais le pari que ce sera de toute façon mieux après. Meilleur demain. Le public continue de prendre la parole avec Nagat qui a une question. En fait, moi, comme fille voilée qui vit en France, je vois toujours en fait qu'on a toujours moins de droits que les filles non voilées. Je voulais savoir en fait si le voile fait partie de votre combat de féministe. Si oui, comment? Rokhaya, vous voulez peut-être évidemment, la question me touche parce que c'est vrai que c'est une question qui a pu m'opposer à des féministes, à des courants féministes majoritaires, puisque moi je considère que chaque femme doit librement disposer de son corps et de le couvrir. La liberté de le couvrir, de le découvrir, c'est une liberté qui est fondamentale. Et c'est vrai que moi j'étais assez choquée. Assez choquée de voir des femmes exclues de l'accès à la scolarité en raison du port du foulard, parce que finalement, à conviction égale, dans les établissements primaires et secondaires, un garçon musulman ira à l'école, une fille musulmane voilée n'ira pas à l'école et n'aura pas accès à l'instruction, qui est un outil d'émancipation. Donc moi, effectivement, je suis sur une frange assez minoritaire du féminisme français qui consiste à considérer qu'on peut être féministe et voilée et qu'en tant que femme voilée, on ne doit pas se voir privée de droits. Qu'est-ce que... Eugénie Bastier Moi, contrairement à beaucoup de féministes, je ne considère pas que le voile est par essence anti-féministe. Je considère qu'il y a des femmes qui peuvent porter le voile par un choix religieux et personnel, et je l'accepte totalement et je le respecte totalement. Rokhaya Diallo, vous avez dit dans une interview, pour moi être féministe, c'est se battre pour que les femmes aient le droit de se voiler et de se prostituer. Pour moi être féministe, c'est aussi se battre pour que les femmes aient le droit de ne pas se voiler et de ne pas se prostituer. Vous avez remarqué que j'étais pas voilée ? Oui, mais je pense que il faut défendre les deux. Mais il faut défendre les deux, voilà. C'est ce que je fais. Aussi, et c'est intolérable que dans certains endroits, les femmes soient obligées de se voiler parce qu'il y a un diktat social et parce qu'elles se sentent obligées de le faire. Mais ça existe. Alors là, ça existe. Donc, moi, je pense qu'il faut se battre pour que les femmes aient le droit de se voiler. De quels endroits vous parlez à partir
Faut préciser, oui. Écoutez, il y a une féministe qui s'appelle Mimouna Jam, qui était à la Cité des 4000, et quand Edoui Plenel justement lui a dit ça, elle lui a répondu qu'elle s'était battue toute sa vie pour ne pas porter le voile, et qu'elle se désolait que certaines filles dans les cités soient obligées de le porter. Vous êtes déjà allée à la Cité des 4000 ? Moi, je ne suis Mais il ne faut pas considérer que chaque femme voilée, elle est obligée à porter le voile. En fait, c'est l'endroit où j'ai grandi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on parle toujours d'endroits où on n'est jamais allé. Moi, il se trouve que je viens des 4000 de la Courneuve, et j'y vais régulièrement tous les week-ends. Cette mythologie selon laquelle les femmes seraient forcées de porter certains vêtements, c'est une mythologie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi parler d'endroits qu'on connaît et ne pas rapporter des propos qui sont déformés par les réseaux sociaux. Non, c'est pas les réseaux sociaux. Caroline de Haas. Mais je dis juste qu'il faut... Si dans un endroit, une seule femme en France est obligée de se voiler, je trouve ça intolérable. Voilà. Et si il y a la même chose, je trouve ça, je suis absolument contre l'interdiction du voile à l'université. Alors, parce que on va essayer de s'écouter. Caroline de Haas, sur la question justement du voile et même du retour du religieux finalement dans toutes ces questions, dans le débat et notamment dans le débat féministe. Alors moi j'ai clairement un problème pour répondre à cette question, c'est que de ma place, là où je parle, en tant que militante féministe, attachée à la laïcité. Moi, j'ai passé 18 ans dans une religion et je suis partie en courant, et heureusement d'ailleurs, pour moi, parce que je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Donc c'est la religion catholique en l'occurrence. À chaque fois que je parle de ce sujet-là, et d'ailleurs j'ai quasiment décidé de ne plus en parler quand je suis invitée dans un média, parce que j'ai le sentiment que dès que je vais commencer à en parler, je vais mettre 10 balles dans la machine du Front National. C'est-à-dire que j'ai toujours peur que ma parole, de là où je parle, en tant que femme féministe et blanche, soit stigmatisante, blesse et alimente une machine à stéréotypes et à stigmatisation. Je vous prends un autre exemple que le voile. La question des tâches domestiques. Vous avez des femmes qui sont au foyer, qui font 100% des tâches domestiques et vous expliquent que c'est un moyen pour elles de s'émanciper, que c'est très bien comme ça. Je respecte la parole de ces femmes. Je ne suis pas là pour nier cette parole. Elles se disent libres de faire 100% des tâches domestiques, de préparer leurs petits repas pour leurs maris et leurs enfants, et elles sont très heureuses comme ça, et elles le disent. Pas de problème. Je ne peux m'empêcher d'analyser le fait que les femmes fassent 100% des tâches domestiques. C'est un système politique, économique, social qui crée de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Et bien sur le voile, pour moi, c'est pareil. Et moi, en tant que féministe, en effet, ça m'interpelle. Ça ne remet pas en cause la liberté individuelle des gens. Ça m'interpelle et quoi qu'on en dise, le corps des femmes a quand même souvent été utilisé pour être caché, pour être dénudé, peu importe, comme un outil pour perpétuer les inégalités. Et ça m'interpelle. Alors, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose juste là-dessus, sur la question vestimentaire, c'est quand même intéressant de dire ça, alors qu'on vit quand même dans une société occidentale où il y a des marqueurs vestimentaires de féminité et de masculinité. Vous portez des jupes, les hommes, généralement, en France, ne portent pas de jupe, et on ne considère pas que le fait de porter cette jupe alimente une forme de domination. Donc, quelque part, moi, je trouve ça, en fait, curieux d'isoler le voile comme marqueur de féminité, comme marqueur social, comme d'isoler le voile de tous les vêtements féminins. Je comprends pas en fait. Juste la seule différence. Un dernier mot. La seule différence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas analyser tout, hein, mais il y a une différence quand même entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, tu as des organisations politiques qui se battent, qui expliquent dans leurs revendications qu'il faut que les femmes portent le voile. C'est des organisations politiques, d'accord, qui portent ça comme un projet de société. J'ai pas encore vu, mais peut-être que je me trompe, des organisations politiques dire il faut que dans mon pays, par exemple, les femmes portent toutes des talons, sinon ça pose un problème. On va passer à une autre séquence, mais on va continuer le débat dans un instant. Il y a les révolutionnaires au sein nu, les universitaires au long discours, et entre les deux, il y a JF, la jeune fille lambda, qui, elle aussi, a des choses à dire sur sa condition de femme. Elle ne porte pas d'étendard, mais revendique un certain éveil aux questions féministes. Notre Valérie a rencontré la réalisatrice et l'actrice principale du Meufisme, une web-série qui cartonne sur Internet. C'est tout de suite dans le 3 minutes. Le combat féministe peut aussi se mener avec humour et sur Internet. Sophie et Camille sont les créatrices d'une série qui cartonne sur le web. Elles m'ont reçue sur leur lieu de tournage pour parler du meufisme. 8 millions de vues sur YouTube, 115 000 abonnés. Le meufisme, c'est un éveil aux questions féministes et c'est drôle. Le concept du meufisme est né parce qu'il fallait qu'on trouve un truc qui nous ressemble. Mais pour un temps, on n'avait pas encore écrit de théorie sur la question du meufisme. C'est-à-dire que ça vient petit à petit en fonction des commentaires et des interviews et du positionnement qu'on nous demande. Mais au départ, on avait envie de faire des vidéos, du cinéma,
enfin, du cinéma sur internet Ouais, et parler faire des des meufs. films et parler des femmes et parler de nous. C'est pas parce que je dis que ma mère a pécho le seul mec potable de la planète que je suis amoureuse de mon papa. Sur internet, on trouvait qu'il y avait assez peu de meufs. Nous, on était très friandes de Golden Moustache, Bagel, etc. Bien sûr. Leur humour, on adore, etc. Mais c'est un humour hyper masculin. Et les meufs qui existent sur internet et qui sont hyper connues, c'est plutôt des tutos beauté, des tutos coiffure, ce genre de choses. Et voilà, ou de la bombasse, ce genre de choses. Et on s'est dit, la meuf comme nous, lambda, elle n'est pas représentée sur internet. On a de l'humour aussi, allons-y. J'ai une chatte, enfin l'animal avec des poils. C'est très affectueux et beaucoup plus compatible avec une carrière. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le meufisme, c'est le nouveau nom du féminisme, je dirais, actuel, quoi, de 2015, quoi. Dans les commentaires, on a une cible assez jeune dans nos commentaires, et les jeunes disent « Ah bah moi je voulais pas être féministe, du coup je ferai du meufisme ». Entre les Femen et Nabila, il y a JF, donc jeune femme, il y a JF, la meuf lambda, elle aussi a des seins, elle mérite donc tout autant ton attention, merci. Voilà. C'était vraiment ce qu'on voulait dire, on n'est pas obligé d'être ou une bombasse écervelée ou une fémène révolutionnaire à poil pour être entendue. Ouais, t'es malade. Non. Bah si, t'avais tes trucs là. Bah vas-y, dis-le. Non, non, c'est trop dégueu. Ah, l'autre, il arrive même pas à prononcer le mot vrai. Le mot vrai. Il y a beaucoup de tendresse. En fait, quand on s'attaque aux mecs, c'est contre les machos, contre ceux qui nous méprisent et ceux qui ont vraiment des mauvaises actions vis-à-vis de nous. Mais sinon, il y a de l'amour en fait. Et dès la première vidéo, c'était important. Quand on termine l'épisode du FMI de la meuf, Sophie prend son mec dans les bras. Et ça, c'est la base en fait. Et c'est la bienveillance. On a des combats à mener, on dit des choses, mais il y a un amour pour les hommes qui est... Nous n'avons pas envie de les castrer. Absolument. Non mais on fait rien de leur couille, on vous les laisse. Pas question. Oh, c'est dégueulasse. Ça va. Un peu de poésie, là, bordel. Hein. Ouais, ça va, c'est bon, on est en 2014, je suis pas une princesse, je pète, je rote, mon caca pue. Est-ce que ça rote une femme? Bien sûr. Mais parfois ça pue. Bonjour. T'as réussi à te libérer. À la virilité, messieurs. À la virilité. À la vérité. Ce discours-là me parle et me touche aussi. Je suis pas, voilà, je suis pour cette égalité et pas plus qu'un autre, quoi. Voilà, on est pareil. Et... Du coup, t'es féministe ou pas? Je pense pas si je suis féministe, mais en tout cas... T'es meufiste? Je suis meufiste à mort, ouais. Ouais. Ah ouais. Le meufisme. Et voilà un sujet qui fait réagir notre public, notamment Élise et toutes ses copines derrière. Je vous entends dire Ouais, mes copines et mes copains, et puis enfin les garçons et les filles. Voilà. Les personnes non binaires. En fait, on va peut-être parler de ça 2 secondes, parce que depuis tout à l'heure, je vous entends parler du féminisme, et c'est très gentil de dire faut pas trop douloureusement faire réagir les hommes, faut surtout pas que les femmes non plus se sentent, enfin, je sais pas, trop bousculées. Et donc, toute l'homophobie latente derrière le sexisme, on va pas en parler ici, et tous les enjeux LGBTQIA ou tous les autres enjeux qui sont en fait hors de votre système binaire homme-femme, on va pas en parler. Mais est-ce qu'on peut sortir 2 minutes du problème du féminisme pour les porteuses d'ovaires? Est-ce qu'on peut parler du féminisme pour toutes les femmes, personnes non binaires et trans et intersexes, et en fait toutes les personnes qui globalement ne bénéficient pas du privilège masculin cis biologique? On peut tout dire sur le plateau de Flash Talk, il suffit de demander la parole. Rokhaya? Je pense pas que quelqu'un contestera ici sur ce plateau le fait que la féminité, la masculinité, ce sont des choses qui sont construites en grande partie socialement. Et évidemment, il y a des gens qui ne sont pas nés femmes, mais qui subissent évidemment des discriminations liées au fait qu'elles sont genrées sur le plan féminin. Il y a énormément de sujets dont on pourrait parler, donc je te remercie d'avoir abordé cette question-là. Malheureusement, je pense pas qu'on aura le temps de la développer davantage, mais je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a une infinité en fait de choses entre ce qu'on considère comme fondamentalement masculin et fondamentalement féminin. Et aussi ici dans le public de Flash Talk, une autre étudiante de Paris 8, Tiziri. Oui, moi je voulais en fait rebondir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure, le fait de défendre les droits des femmes en France. Moi j'ai envie de dire que, pour répéter un peu les propos de Virginia Woolf qui dit « En tant que femme, j'ai pas de patrie, en tant que femme, j'ai pas de nation », et dire en fait qu'un recul des droits des femmes en France ou ailleurs dans le monde aura automatiquement des conséquences sur les questions de femmes de manière générale. Donc voilà, en fait, moi, en tant que femme, je suis plutôt pour des luttes féministes, en fait, internationalistes,
de classe, notamment, parce que les 6 euros, excusez-moi, vous, en tant que femme bourgeoise, vous vous en foutez peut-être, mais les femmes prolétaires... Excusez-moi, je vais finir juste mon truc, parce que, voilà, tout à l'heure, vous parlez... Vous m'essentialisez, non, mais je vais juste finir ce que je veux dire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les femmes prolétaires, les femmes qui souffrent, les femmes que vous ne connaissez pas, c'est des femmes, en fait, pour qui les 6 euros sont vraiment super, super importants. Donc, voilà. Ça montre, en fait, quel genre de féminisme vous défendez en même temps. Oui, mais alors, Eugénie Bastier, vous voulez répondre. vous parlez d'un côté du fait que l'interdiction du voile soit une stigmatisation, et de l'autre, vous dites qu'il faut internationaliser les luttes et prendre en compte les luttes ailleurs. Dans d'autres pays, il y a des femmes qui se battent pour ne pas porter le voile. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à la question de la laïcité. Par exemple, la proposition d'interdire le port du voile à l'université, je suis fondamentalement contre, parce qu'on est adulte majeur et on peut faire le choix, même si, pour moi, je considère, partant de mon opinion personnelle, que le voile est un outil d'oppression des femmes. Comme partout dans le monde, pas que pour les femmes musulmanes, pour les femmes chrétiennes et pour les juifs aussi. Mais après, à l'école, au collège, moi, personnellement, je vois pas comment une petite fille entre 6 et 13 ans peut souhaiter porter le voile si elle n'est pas incitée d'une manière ou d'une autre. D'où la nécessité de ne pas remettre en cause la laïcité à l'école. La plupart des femmes, des adolescentes qui ont fait l'objet de débats, c'était pas des petites filles, c'est des adolescentes. Et je crois qu'à l'adolescence, une partie de la loi considère qu'on peut faire des choix éclairés. Je ne suis pas convaincue du fait que toutes les adolescentes qui portent le foulard le font de manière contrainte. Il y a beaucoup de jeunes filles qui le font en totale opposition avec leur famille et avec leurs parents qui y voient une source de problème. Moi, je suis algérienne, j'ai vécu la guerre civile en Algérie. Je peux vous dire que pendant les années 90, les fondamentalistes obligeaient les femmes à le porter, et si elles refusaient de le porter, elles se faisaient tuer. Donc... Mais je pense pas enfin, je sais pas, moi je veux pas parler à la place des femmes voilées parce que je suis pas voilée, mais je crois pas que la jeune fille qui s'est exprimée là ait été menacée de mort pour porter son foulard, donc je pense qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. Je suis vraiment désolée de ce que vous avez vécu, mais encore une fois, on peut pas importer une situation politique d'un autre pays pour l'appliquer à la France. Tous les musulmans de par le monde ne sont pas parfaitement identiques. On va passer à toute autre chose maintenant, puisque vous savez, je fais le tour du public depuis le début de l'émission, et j'ai remarqué là-bas, au fond, une humoriste que vous connaissez tous, qui s'appelle Shirley Soignon. Vous pouvez accueillir maintenant. Oui, bonjour. Shirley. Je me suis dit, tiens, il y a une bonne ambiance ici, je vais venir. Je me suis dit, ça parle bien, les gens sont cool et tranquilles. Ma chère Shirley, est-ce que tu es pour le combat féministe, toi? Ouais. Voilà, c'est ma réponse. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Non, je suis pour le combat féministe, mais je suis déjà pour le fait qu'on me prenne pour une femme, personnellement. Est-ce que tout le monde a vu que j'étais une femme, là? C'est bon, ouais? Là, parce que ça m'arrive beaucoup de fois, et ça, je fais mon coup de gueule. Aujourd'hui, j'en profite sur Flash Talk. On me prend beaucoup trop pour un mec. Une fois, il y a un mec qui vient me voir dans la rue, il me dit « Hey, t'es un mec ou t'es une meuf ?» Je lui dis « Je suis une fille ». Il me fait « T'es super mignonne ». C'est bizarre, on est d'accord. Soit le mec est gay, il le sait pas encore, soit c'est un gros crevard. Honnêtement, la pire drague qu'on puisse faire à une fille, c'est moi qui l'ai eu. Un jour, il y a un mec pour me séduire, il m'a fait « Wow, c'est fou comme tu ressembles à Will Smith ». Je lui ai dit « C'est gentil, mais je sais pas comment le prendre ». Il m'a dit « Mais prends-le bien, mon frère ». C'est toi, allez. Donc ça me prend beaucoup la tête. Voilà, je pense qu'on prend beaucoup pour un mec parce que j'ai pas beaucoup d'atouts féminins. Voilà, c'est un problème. Il y a trop de codes pour être une fille en fait, tu vois. Il y a un problème aussi avec les seins. On me prend, j'ai pas de seins. Ça c'est un vrai problème. Une fois j'ai mis un décolleté, c'est rare que je mette un décolleté. Et je me penche en soirée, il y a un copain qui fait j'ai vu tes seins. Et moi j'ai dit où ça? Arrête de rire, ça fait 15 ans que je les cherche. Je te jure, c'est terrible, j'ai pas de seins, c'est horrible. Même si je voulais faire partir des fémènes, tu vois, je pense qu'elles voudraient pas de moi dans le groupe. Torse nu, ferait part, petit garçon. Mets ton t-shirt, tu vas attraper froid. Je crois qu'il y a un truc pour régler le problème du... Ouais, je suis pour le féminisme, je suis un peu pour toutes les causes, moi. Vous savez bien, je suis une fille, noire, humoriste, arasta, homosexuelle. Ma mère, elle m'a dit, choisis. Tu peux pas tout faire. Elle m'a dit, enlève noir. Terrible. Mais je suis pas parano avec tout ce que j'ai, soi-disant. Je suis pas parano. La vie, si j'étais parano, je me dirais, mais la vie, elle m'envoie un message. Elle me dit, toi, tu vas galérer. Mais même mes initiales sont bizarres. Mes initiales, c'est SS. C'est-à-dire qu'il y a des causes, il y a une cause pour laquelle je ne peux pas lutter, une seule. S'il y a un mec qui vient dans la rue et me fait « tu veux lutter contre l'antisémitisme? Faut juste paraffer là !» Vous allez mal le prendre. Donc oui, je suis pour le féminisme, mais je pense que pour que le combat féministe fonctionne vraiment, j'ai une solution. Je pense que toutes les filles devraient sortir ensemble.
Comme ça, les mecs verraient que sans nous, c'est que des PD. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc oui, je suis pour le féminisme. Il y a encore des femmes maltraitées dans le monde. Il y a encore des femmes qui n'ont pas le droit de vote. Il y a des femmes qui sont encore pas payées comme les hommes. Donc oui pour le féminisme, mais non, c'est pas drôle. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Shirley Soignon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est Shirley géniale. Soignon Vraiment. qui cartonne partout en France Ouais, avec c'est son vrai. spectacle Free, Ouais. qui est avec un band. Non, c'est musical, tu chantes, tu danses, tu fais des Exactement. vannes. Ouais. C'est très très bien. Et puis il y a une très, date très bien. très importante. Très importante. Paris, c'est quand et où? Le 11 décembre à la Cigale. Notez-le. Ouais. Allez-y. Ouais. Ok, on invite tout le monde sur ce plateau. Non. Oh là C'est là. Shirley qui allonge. Merci beaucoup. Merci, Shirley. Merci beaucoup Shirley et merci à tout le monde. Merci au public. Merci à vous trois. L'émission est déjà terminée. Flash Talk, c'est fini. Et évidemment, l'émission, par contre, elle est terminée ici tout de suite sur la chaîne, mais elle continue sur les réseaux sociaux. Venez nous suivre, #FlashTalk, on continue le débat. Et oui, parce que c'est votre émission. Vous avez la parole sur Twitter, ici sur place. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour venir débattre avec nous. Et on puis se voilà. retrouve très bientôt sur François et LCP. Et On remercie nos deux partenaires, exactement, Move et le journal L'étudiant. Et puis voilà, on se dit À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Wow.